de la matinale. Elle est une voix qui compte chez les écologistes, finalistes de la primaire remportée par Yannick Jadot. Sandrine Rousseau est l'invitée d'Europe Matin. Mathieu Bocoté nous a rejoint. Sonia Mabrouk est toujours avec nous. Mathieu, je vous salue. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse la primeur de la question à Sandrine Rousseau. Alors, lorsqu'on vous présente publiquement, lorsqu'on vous accueille, on vous présente comme une écoféministe. Alors, ces deux combats, le combat écologiste d'un côté et le combat féministe de l'autre, sont tout à fait légitimes, mais vous les accouplez comme s'ils allaient naturellement ensemble. Quel est le sens de cet écoféminisme ? Vous les accouplez, je ne sais pas si je les accouple, en tous les cas, je les associe. Et oui, parce que je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une construction sociale qui s'est faite d'ailleurs au XVIIIe siècle, à peu près 19e, qui fait que la nature a été transformée en une ressource qui sert le système de production, le système économique. Et dans ce même moment, les femmes ont été enfermées chez elles dans les foyers pour assurer aussi une forme de reproduction. Et cette reproduction économique, elle servait aux personnes à aller dans les usines et aux ouvriers à avoir des conditions de travail qui par ailleurs n'étaient pas forcément très enviables. Mais je veux dire, c'est cet ordre sociétal-là cet ordre social et sociétal qu'il nous faut revoir aujourd'hui. Et comme la nature n'est pas qu'une ressource, ça n'est pas qu'une ressource productive. Les femmes ne sont pas non plus qu'une manière de reproduire la force de travail des hommes. Et vous avez l'impression que les sociétés contemporaines, les sociétés occidentales aujourd'hui traitent les femmes d'abord comme une ressource pour assurer la reproduction de la force de travail des hommes? Non, je pense que ça a évolué, mais je pense qu'on est toujours un peu héritier de cette période-là. Sinon, c'est ce que je disais tout à l'heure, on aurait déjà eu des femmes présidentes de la République, présidentes du Sénat, de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, les femmes sont quand même cantonnées encore à moins 26% de salaire. Quand on parle des emplois les plus précaires, les femmes en occupent les places majoritaires. Quand on parle des travailleurs pauvres, elles sont majoritaires. Quand on parle des tâches domestiques, elles font 10 heures de travail domestique supplémentaire par rapport aux hommes chaque semaine. C'est une journée de travail complète, plus qu'une journée de travail. Donc je veux dire, oui, il y a encore des différences, bien sûr. Alors, écoféminisme rime aussi avec un terme qui s'est imposé depuis 1 an dans la vie politique française, le terme wokisme, ou l'idéologie woke. Est-ce que c'est un terme que vous revendiquez, ou est-ce qu'il s'agit pour vous d'un terme qu'on vous plaque de manière injuste? Je ne me suis jamais revendiquée woke, déjà parce que je pense que c'est un mot qui est utilisé pour éteindre le débat, et puis c'est un mot qui a été utilisé par les partisans des droits civiques, enfin par les luttes des droits civiques, et que je ne suis pas de ces luttes-là, même si je les respecte énormément évidemment. Et donc on m'a plaqué ce mot-là. On me l'a plaqué, c'est-à-dire que moi je ne me revendique pas de ça. Après, woke, je rappelle quand même pour les auditeurs et auditrices que ça veut dire éveiller aux injustices. C'est ça qui a formé ce mot au départ, et je pense pas qu'il y ait de grandes révolutions derrière ça en réalité. Alors vous parlez de la place des femmes en politique, vous parlez de vos préférences idéologiques. Un nom circule en ce moment, un nom hante la gauche, Christiane Taubira. Yes. Est-ce que pour vous la présence de Christiane Taubira serait capable de rassembler les différentes sensibilités de gauche aujourd'hui dispersées? Est-ce que la première femme présidente de la République, ça devrait être Madame Taubira? Je pense surtout que Madame Taubira, si elle arrive dans le jeu là, ça change le terrain politique. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est une personnalité politique qui va changer le terrain politique, la donne, etc. Donc il faudra voir. Après, moi, je pense pas qu'il y ait de femmes providentielles, comme d'ailleurs je pense qu'il n'y a pas d'hommes providentiels. Je pense par contre qu'on doit absolument travailler sur les idées, sur le terrain, de ce qu'on veut faire, et du programme que l'on veut porter. Parce que là, l'enjeu, et je l'avais dit de nombreuses fois pendant la primaire, et je le redis, on a 5 ans pour agir. On a 5 ans pour vraiment éviter le pire en matière de réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique, quand on regarde le relevé de température qu'il y a eu par exemple à proximité du cercle polaire, 38 degrés à proximité du cercle polaire, on ne mesure pas aujourd'hui les conséquences que cela a si on laisse les choses s'emballer. Donc la question que je poserai à Christiane Taubira, comme je la poserai à tous les leaders de gauche lors de notre réveillon de la Saint-Sylvestre, si on le passe ensemble, et je plaisante en disant ça, mais quand même pas complètement, c'est de dire est-ce que vous êtes prêt à cette bifurcation? Est-ce que vous êtes prête à cette bifurcation? Elle se présente, est-ce que votre fidélité à Yannick Jadot est compromise? Mais j'ai signé une primaire et j'en ai signé les règles, et la démocratie s'est appliquée. Certains, Sandrine Rousseau, vous aviez l'exemple, certains ont trahi cet esprit de la primaire. Oui, mais je ne suis pas sûre que Manuel Valls soit un exemple à suivre en matière pourquoi vous pouvez peut-être avoir plus de fidélité et de proximité avec une Christiane Taubira que Yannick Jadot pouvait le reconnaître honnêtement, c'est le cas? J'ai
J'ai une admiration pour cette femme sur ses combats. Après, je ne sais pas encore quelle est complètement sa ligne politique, économique, sociale, etc. Non, parce qu'elle a participé, par exemple, au gouvernement Hollande jusqu'à la fin, et que je pense que le gouvernement Hollande porte une forme de responsabilité dans la situation dans laquelle nous sommes à gauche aujourd'hui. Pour aller jusqu'au bout de la question de la primaire, c'est Yannick Jadot, ce qu'il a dit la semaine dernière, refuse totalement le principe de la primaire et que malgré tout, le thème avance à gauche et que d'autres viennent à s'y rallier. Pourriez-vous, vous présenter à cette primaire par-delà le fait que vous soyez membre d'Europe Écologie Les Verts et que vous travaillez à la campagne de Yannick Jadot? Pourriez-vous le quitter pour participer à cette primaire? Y avez-vous songé? Mais la question, c'est pas on va se quitter, on va se retrouver. Enfin, c'est pas la chanson de Jules Gym. Là, la question, c'est comment on fait politique ensemble et comment on crée une union à gauche. Et donc, moi, je me suis engagée dans la primaire à en respecter les règles. J'en respecterai les règles. Après, je sais même pas en fait si Christiane Taubira sera candidate ou pas. Là, il y a une forme de spéculation, mais moi, je suis contre la spéculation dans tous les domaines, le marché financier comme en politique. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est la candidature d'Europe Écologie Les Verts? Le plus important, c'est qu'on gagne. Le plus important, c'est qu'on gagne. Mais et qu'on se donne qu'on se donne nous-mêmes la possibilité de gagner. Sandrine Rousseau, quand même, sur le wokisme, vous êtes allée rapidement, vous dites que on vous a plaqué cette rhétorique, en tous les cas, mais quand même, vous êtes pour la déconstruction des hommes, vous êtes pour la déconstruction de l'histoire, vous êtes un petit peu... Déconstruction de l'histoire? Non. Je ne sais pas ce que vous appelez la déconstruction de l'histoire, mais pour regarder l'histoire, oui. Regarder, c'est-à-dire regarder, on la regarde généralement, mais la regarder avec certaines lunettes, peut-être déconstruire. Mais non, mais la regarder en tant que chercheuse, c'est-à-dire la regarder comme on étudie l'histoire et pas en idolâtrant certaines des figures de cette histoire. Quand j'ai vu l'hommage à Napoléon, par exemple, je me dis mais on est quand même dans un problème de rendre hommage à Napoléon dans notre pays, en France. Simplement que c'est pas un problème de rendre hommage à Napoléon, c'est juste un problème de ne pas dire la totalité du personnage de Napoléon. C'est-à-dire? Mais par exemple sur son rétablissement de l'esclavage, par exemple sur le fait que les femmes, il a occulté, effacé les femmes. C'est lui qui, par exemple, dans le Code civil, n'a pas défini le viol. C'est aussi lui qui a transformé la nature en des meubles par destination. Enfin, je veux dire, tout ça doit être aussi dans cet héritage-là. Alors, une autre force s'est invitée dans la primaire il y a quelques semaines, la violence. Pardon, pas la primaire, la présidentielle, pardonnez-moi, la violence. On a entendu une de vos soutiens, Madame Coffin, dire que tous les moyens étaient bons, même la possibilité de la violence, même s'ils n'étaient pas tous efficaces, pour faire taire Éric Zemmour. Est-ce qu'une telle phrase, pour vous, est légitime? Moi, je suis non-violente et je revendique la non-violence. Après, je peux revendiquer une forme de désobéissance civile, mais là, en l'occurrence, dans un meeting d'Éric Zemmour, il ne s'agit pas de ça. Il s'agissait, si vous faites référence à l'action des personnes d'SOS Racisme. Non, je fais référence à Marseille. Lorsqu'on lui a demandé à votre soutien, Madame Coffin, est-ce que tous les moyens sont bons jusqu'à la possibilité de la violence, du harcèlement? Puis elle dit, c'est pas les plus efficaces, mais ils sont légitimes. Non, mais moi, en tous les cas, je sais pas ce qu'a dit Alice Coffin et je suis pas, pour la connaître, je sais qu'elle n'est pas violente, donc je pense que la question je pense que la question c'est la désobéissance civile et que ça, ça fait partie des choses, des actions possibles, mais que par contre la violence n'est jamais acceptable. Mais le slogan faire taire un candidat, est-ce que vous trouvez que c'est légitime dans une présidentielle? Faire taire? Je crois pas qu'on le fasse beaucoup taire. Non, mais la volonté de faire taire. C'est Éric Zemmour, là. Si quelqu'un disait il faut faire taire Sandrine Rousseau, ça serait scandaleux. Nombreux sont ceux qui l'ont dit, quand même, pendant ma primaire. Nombreux sont ceux qui l'ont dit. Et je vous ai pas entendu le condamner avec autant de force. Là, c'est normalement aux responsables politiques de condamner, parce que si mais je veux dire, c'est une question qui se posait. Si vous le feriez pour un autre responsable. Je rappelle que c'est sur votre antenne, alors c'est pas ici, mais c'est sur votre antenne quand même qu'on m'a traité de Greta Thunberg ménopausée. Enfin, je veux dire, ça, c'est une manière de faire taire les femmes et de délégitimer leurs paroles politiques, et que c'est un problème. C'est grave en fait. Quand Manuel Valls dit, puisqu'on parle de la gauche et des réactions, une partie de la gauche se fourvoie dans la décroissance et le wokisme. Est-ce que vous vous sentez visé? L'ancien Premier ministre, qui en appelle d'ailleurs au surcur. Est-ce qu'on peut décrire à la radio la tête que vous m'avez fait quand vous avez posé la question? Il y a des caméras, donc je pense que ça se verra, mais je pense pas que Manuel Valls ait beaucoup de...
Enfin, je pense pas que Manuel Valls ait tiré beaucoup de leçons de son parcours politique et qu'il n'ait beaucoup de leçons à nous donner sur la manière de mener une politique à gauche. Par ailleurs, la décroissance, moi j'ai dit, et c'est marrant d'ailleurs qu'on me renvoie à une forme de décroissance parce que dans les débats sur la primaire, j'ai dit que j'étais, en tant qu'économiste, sceptique sur ce terme même de décroissance. Que par contre, la question de gérer l'ensemble de nos politiques publiques à l'aune du simple PIB n'est pas ni opérationnelle ni efficace, et que par exemple, mais c'est des gens comme Éloi Laurent qui le prônent, la santé devrait être par exemple un des indicateurs majeurs au nom desquels on fasse nos politiques publiques. Un autre invité dans les récents débats, l'écriture inclusive, notamment le mot YEL qui s'est introduit dans le Robert. Est-ce que pour vous c'est un signe de progrès, d'évolution de la langue, ou c'est une forme de novlangue qui nous conduit à une forme de confusion généralisée? Le Robert s'est toujours distingué des autres dictionnaires en intégrant les évolutions de la langue. Mais YEL, c'est bien comme terme. Mais YEL, c'est un terme qui est intéressant pour définir une nouvelle forme de rapport au genre. Vous l'employez? Moi, je l'emploie pas. Je crois pas l'avoir même employé une seule fois à l'oral parce que c'est pas naturel. Mais ceci dit, si ça évolue comme ça, déconstruction de la langue, puisqu'on parle de déconstruction. Voilà un exemple. Déconstruction de la belle langue française. Non, mais la langue française, il y a quelque chose qui est très particulier à mon sens dans la langue française, qui est cette espèce de volonté de faire en sorte qu'elle n'évolue pas. Mais pourtant, elle évolue sous les coups d'ailleurs d'anglicismes réguliers qu'on introduit et qui posent aucun problème. On peut condamner les deux. La Startup Nation, enfin toutes Sandrine ces choses-là. Rousseau, on peut condamner les deux. On peut condamner ces anglicismes, mais condamner aussi une déconstruction de notre langue. Oui, enfin, je pense que YEL, ça correspond à une évolution sociale. Les anglicismes comme start-up, je suis pas complètement sûre, mais surtout, je pense qu'il faut pas avoir peur de l'évolution, faut pas avoir peur de la modernité, faut pas avoir peur du progrès. Mais qu'est-ce qu'on dit? YEL sont beaux, YEL sont belles. Écoutez, faut demander aux personnes qui utilisent ça, mais je pense que les deux sont possibles. C'est pas le détail, c'est quand on accepte un tel terme, il y a des conséquences. Mais dans toutes les langues, il y a un pronom neutre. Dans toutes les langues. Il y a le on en français. Bah oui, et puis il y a mais on c'est pas ça désigne pas tout à fait la même chose, et en allemand en allemand par exemple c'est das Menschen. Enfin bon, je vais pas faire. On va pas se lancer dans un débat linguistique. Non. On va marquer une très courte pause, Sandrine Rousseau. Ce n'est pas que linguistique, on va y revenir, c'est important. La linguistique, c'est aussi de la politique, vous avez raison Sonia. On marque une courte pause, Sandrine Rousseau est l'invitée d'Europe 1 jusqu'à 9h. À tout de suite.